Démons et merveilles, Michael Darjoy. Une grande bouche noire et cruelle. Une femme coupée en deux. Un pied gigantesque couvert de boue. Voilà quelques-unes des formes que peuvent prendre les yokai japonais, ces esprits entre démons et fantômes qui nous entraînent du côté surnaturel. Bonjour. Il n'est pas question de ces horreurs aujourd'hui, car ici, les fantômes japonais sont plutôt des esprits bienfaiteurs qui aident les hommes à réaliser leurs désirs. Je vous propose 2 histoires de fantômes japonais recueillies par Lafcadio Hearn. Patrick Lafcadio Hearn, 1850-1904, d'ascendance irlando-grecque, a été journaliste aux États-Unis puis découvre la culture créole aux Antilles où il sera correspondant. Il y rédige des contes inspirés des légendes locales. Il se rend ensuite au Japon, s'y installe et fait la connaissance de la fille d'un samouraï, Koizumi Setsu, qu'il épousera en prenant en 1896 la citoyenneté japonaise et le nom de Koizumi Yakumo. Il meurt à Tokyo d'une attaque cardiaque en 1904 et est enterré selon les rites bouddhiques. Voici donc 2 nouvelles fantastiques extraites du recueil intitulé Fantômes japonais, qui comprend 6 nouvelles dont les thèmes abordés sont le pardon et l'amour, parfois la punition. Successivement, la réconciliation et la jeune fille de l'écran. Il y avait une fois un jeune samouraï de Kyoto qui était tombé dans la misère à la suite de la ruine de son seigneur et qui fut obligé de quitter sa demeure et de s'engager au service du gouvernement d'une lointaine province. Avant de quitter la capitale, le samouraï divorça d'avec sa femme qui était très belle et extrêmement bonne, pensant obtenir un avancement plus facile en contractant une autre alliance. Il épousa donc la fille d'une famille assez distinguée et l'emmena avec lui dans la province où il était appelé à vivre désormais. Or, ce fut au cours de son insouciante jeunesse et tenaillé aussi par la dure expérience de la misère que le samouraï se méprit ainsi sur la valeur de cette affection qu'il répudia si légèrement. Car son second mariage ne fut pas heureux. Sa nouvelle épouse était dure et égoïste, et il eut bientôt toutes les raisons de songer, avec tristesse, à sa vie passée à Kyoto. Alors, il découvrit qu'il aimait toujours sa première femme, qu'il l'aimait même beaucoup plus qu'il ne pourrait jamais aimer la seconde, et il commença à se rendre compte combien il s'était montré injuste et ingrat envers elle. Peu à peu, son regret se transforma en un remords qui ne lui laissa point de répit. Des souvenirs de la femme qu'il avait trahie, son doux parler, ses sourires, ses façons d'être mignonnes et raffinées, sa patience inlassable, le hantaient continuellement. Parfois, dans ses rêves, il la voyait assise à son métier, tissant, comme lorsqu'elle travaillait nuit et jour pour l'aider pendant leurs années de misère. Mais il la voyait plus souvent agenouillée seule dans la petite chambre désolée où il l'avait quittée, voilant ses pleurs derrière sa pauvre manche usagée.
Même pendant les heures de son travail officiel, les pensées du samouraï se tournaient vers elle. Alors, il se demandait comment elle vivait et ce qu'elle devenait. Quelque chose, au fond de son cœur, l'assurait qu'elle n'accepterait pas d'autre mari que lui et qu'elle ne refuserait jamais de lui pardonner. Et il résolut, en son fort intérieur, d'essayer de la retrouver dès qu'il pourrait se rendre à Kyoto, d'implorer son pardon et de la reprendre auprès de lui. En somme, de faire tout ce qui était humainement possible pour réparer ses torts. Mais les années s'écoulèrent. Enfin, la mission officielle du gouverneur toucha à son terme et le samouraï se retrouva libre. Il résolut donc de retourner auprès de sa bien-aimée. « Ah, quelle cruauté, quelle folie j'ai commise en divorçant !» s'écria-t-il. Il renvoya sa seconde femme dans sa famille, car elle ne lui avait point donné d'enfant, et, se hâtant vers Kyoto, il se mit à rechercher son épouse d'autrefois, sans même prendre le temps de changer son costume de voyage. Lorsqu'il parvint à la rue où il vivait jadis, il était déjà tard, et la nuit était tombée, la nuit du 10e jour du 9e mois. La ville était aussi silencieuse qu'un cimetière, mais, grâce au clair de lune très brillant, il put trouver son ancienne maison sans aucune difficulté. Elle paraissait abandonnée. De hautes herbes poussaient sur le toit. Il frappa contre les portes à glissière, mais personne ne lui répondit. Puis, s'étant rendu compte que les portes n'avaient pas été fermées de l'intérieur, il les poussa et entra. La chambre principale était vide. Il n'y avait pas de nattes à terre. Un vent glacial soufflait par les crevasses du plancher et la lune brillait par une fente dans le mur de l'alcôve. Les autres pièces présentaient le même aspect délabré. La maison semblait inoccupée. Néanmoins, le samouraï résolut de visiter une dernière pièce à l'extrémité de la maison, une très petite chambre qui, jadis, avait été le lieu de repos préféré de sa femme. En approchant de l'écran qui la fermait, il tressaillit en constatant qu'une lumière éclairait l'intérieur de la chambrette. Il repoussa l'écran et ne put retenir un cri de joie, car il aperçut sa femme qui cousait à la clarté d'une lampe que coiffait un abat-jour en papier. Au même instant, ses yeux rencontrèrent les siens, et spontanément, elle l'accueillit avec un sourire illuminé de bonheur, lui demandant seulement « Quand donc êtes-vous arrivé à Kyoto? Et comment avez-vous réussi à me retrouver parmi toutes ces pièces obscures ?» Les années ne l'avaient pas changée. Elle paraissait aussi jeune et aussi belle que dans le souvenir le plus doux qu'il conservait d'elle, mais plus douce encore que tout souvenir. La musique de sa voix lui parvint, remplie d'un tremblement de joie émerveillée. Alors, il prit place joyeusement à ses côtés et lui raconta tout, lui avoua qu'il s'était amèrement repenti de son égoïsme et qu'il avait été très malheureux sans elle. Ah, il l'avait certainement regretté, et depuis longtemps, il s'était promis de s'amender vis-à-vis d'elle. Et tout en parlant, il la caressait et ne cessait de la supplier de lui pardonner. Elle lui répondit avec une douceur aimante selon le désir de son cœur, en l'implorant de ne plus se reprocher quoi que ce fût.
Elle lui dit qu'il avait eu tort de s'astreindre à souffrir à cause d'elle, car elle avait toujours senti qu'elle n'était pas digne d'être sa femme. Cependant, elle savait que, s'il s'était séparé d'elle, ce n'avait été que poussé par la misère et que, tant qu'ils avaient vécu ensemble, il s'était toujours montré très bon, et elle, de son côté, n'avait pas cessé de prier pour son bonheur. Mais, en admettant même qu'il pût y avoir une raison de parler de réparation, cette honorable visite qu'il daignait lui faire suffisait amplement à la consoler de tout son chagrin passé. Car quel bonheur plus grand pouvait-elle connaître que celui de le revoir ainsi, ne fût-ce même que pour un instant. « Pour un instant ?» répondit-il avec un rire joyeux. « Dis plutôt pour la durée de 100 existences, ô ma bien-aimée, car, à moins que tu ne me le défendes, je reviens vivre avec toi pour toujours, oui, pour toujours. Rien ne nous séparera plus désormais. Aujourd'hui, je possède des amis et des ressources. Nous n'avons plus à craindre la pauvreté. Demain, on m'apportera ici toutes mes richesses et mes domestiques viendront te servir. Et nous embellirons cette maison. Si je suis venu ainsi ce soir sans même changer de vêtements, c'est parce que j'étais poussé par un impatient désir de te revoir et de te dire tout cela. » Elle parut très contente de ces paroles, et elle lui raconta à son tour tout ce qui était arrivé à Kyoto depuis son départ, tout, sauf toutefois ses propres chagrins dont elle refusait très doucement de parler. Ils bavardèrent fort tard de la sorte, puis elle le conduisit vers une chambre plus chaude donnant au midi et qui avait été jadis leur chambre nuptiale. « Mais n'as-tu personne dans la maison pour t'aider ?» demanda-t-il en la voyant lui préparer sa couche. « Non, » dit-elle en riant joyeusement. « Je n'avais pas tous les moyens d'avoir une domestique, alors j'ai vécu toute seule. »« Demain, tu auras plusieurs domestiques, » dit-il. « Des domestiques excellents, et tout ce dont tu pourras avoir besoin. » Alors, ils s'étendirent pour se reposer, mais non point pour dormir, car ils avaient encore trop de choses à dire, et ils parlèrent du passé et de l'avenir jusqu'à l'aube naissante. Puis, involontairement, le samouraï ferma les yeux et s'endormit. Lorsqu'il s'éveilla, le jour filtrait par les crevasses des volets à glissière et, à sa stupéfaction, il se vit étendu sur les planches nues d'un parquet moisi. Avait-il simplement fait un rêve? Non. Elle était là. Elle dormait. Il se pencha sur elle, la regarda et poussa un cri d'épouvante, car la dormeuse n'avait pas de visage. Devant lui, enroulé dans son linceul, gisait le cadavre d'une femme, un cadavre à ce point émacié qu'il n'en restait plus rien que des ossements et une longue chevelure noire tout emmêlée. Alors, lentement, tandis qu'il se tenait tout grelottant d'horreur au soleil, son épouvante céda à un désespoir si affreux, à une douleur si atroce, que sa pensée s'accrocha en dépit de tout à l'ombre moqueuse d'un doute. Feignant de ne pas connaître le voisinage, il se fit indiquer le chemin jusqu'à la maison où sa femme vécut. « Mais il n'y a personne dans cette demeure, » dit la personne qui l'interrogea. « Elle appartenait à la femme d'un samouraï qui quitta la ville voici de longues années. Il divorça d'avec elle afin d'épouser une autre femme plus riche, et elle ressentit un tel chagrin qu'elle en tomba gravement malade. Or, elle n'avait point de parents à Kyoto, et personne pour la soigner. Alors,
Elle mourut à l'automne de la même année, le 10e jour du 9e mois. Des monts et merveilles, Michael d'Argeuil. La jeune fille de l'écran. Le vieil écrivain japonais Hakuba Enrosui parle ainsi. Dans les livres chinois et les livres japonais, on trouve beaucoup d'histoires des temps anciens et modernes au sujet de tableaux si merveilleux qu'ils exercent une influence magique sur tous ceux qui les regardent. Et l'on raconte aussi, à propos de ces peintures prodigieuses de fleurs, d'oiseaux ou de personnes dues au pinceau d'artistes célèbres, que les formes qu'elles représentent se sont quelquefois détachées du papier ou de la soie pour agir comme des êtres vivants et accomplir différents actes. Nous ne raconterons pas ici d'histoires de ce genre, car tout le monde les connaît depuis les temps les plus reculés. Mais, même dans les temps modernes, la réputation des tableaux peints par Ishigawa Kishiwi, de ces fameux portraits d'Ishigawa qui fonda en 1680 l'école d'illustration de Ukiyo-e, s'est répandue à travers tout le pays. Et le vieux conteur japonais rapporte ainsi l'histoire d'un de ces fameux portraits. Il y avait naguère à Kyoto un jeune étudiant nommé Tokei. Il vivait dans la rue appelée Muromachi. Un soir, comme il rentrait chez lui, après avoir fait une visite, il remarqua à l'étalage d'un brocanteur un vieil écran de papier peint. Ce n'était qu'un écran de papier, mais il était orné du portrait en pied d'une jeune fille qui plut à la fantaisie du jeune homme. Et comme le brocanteur n'en demandait qu'une somme modique, Tokei acheta l'écran et l'emporta chez lui. Dans la solitude de son étroite chambre, il se reprit à examiner l'écran. Le portrait lui parut encore plus séduisant. C'était évidemment le portrait d'une jeune fille de 15 ou 16 ans. Les moindres détails du dessin, des cheveux, des yeux, des cils, de la bouche, avaient été exécutés avec une délicatesse au-dessus de tout éloge. Les mayagiri, ou commissures des yeux, ressemblaient à des bourgeons de lotus appelant des faveurs. Les lèvres étaient pareilles au sourire d'une fleur rouge, et tout le jeune visage s'épanouissait dans une expression de douceur infinie. Si la jeune fille dont c'était l'image avait été vraiment aussi belle que son portrait, tous les hommes qui l'avaient seulement entrevue avaient sûrement dû en perdre la tête. Tokei se persuada que le modèle inconnu avait été certainement aussi beau que son image peinte sur l'écran, puisque cette image paraissait vivante et semblait prête à répondre à qui lui parlerait. Et, tandis qu'il considérait passionnément la jolie image, Tokei se sentit peu à peu gagné par un enchantement, enveloppé par le charme qui se dégageait de ce morceau de papier peint. Une créature aussi parfaitement délicieuse a-t-elle jamais existé? Se disait-il tout bas. Ah, je donnerais volontiers ma vie, et même 1000 années de vie si je les avais à ma disposition, afin de pouvoir la tenir quelques instants dans mes bras. Et c'est ainsi que Tokei devint amoureux d'un portrait. Il en devint tellement amoureux
qu'il comprit qu'il ne pourrait jamais aimer d'autre femme que l'inconnue représentée sur l'écran. Et cette pensée le rendit très mélancolique, car il se disait que cette jeune fille, même si elle vivait encore, ne devait sûrement plus ressembler à son portrait. Et fort probablement même était-elle morte bien avant la naissance de Tokei. Cependant, chaque jour, sa passion s'emparait de lui davantage. Il ne mangeait guère, il ne dormait plus. Son cerveau refusait toute attention aux études qui lui avaient été si chères. Il passait de longues heures assis devant l'écran, et il souriait à l'image de la jeune fille, ou bien il la regardait avec tristesse en lui adressant tout à coup les plus tendres reproches et les plus vives tendresses. Et un jour, il tomba malade, si malade même qu'il en crut mourir. Mais Tokei avait pour ami un vénérable savant qui savait beaucoup de choses étranges sur les vieux tableaux et sur les jeunes cœurs. En apprenant la maladie de Tokei, ce respectable vieillard vint lui rendre visite. Il aperçut l'écran et comprit tout ce qui s'était passé. Il interrogea l'étudiant qui lui avoua son amour et lui dit « Je mourrai si je ne puis trouver une femme comme elle. » Ami, le portrait a été peint de mémoire par celui qu'on nomme Ishligawa Kishibe. La personne qu'il représente n'appartient plus à ce monde. Mais on dit que Ishligawa Kishibe a peint l'âme du modèle aussi bien que sa forme et que son esprit vit dans ce tableau. Je crois donc que tu pourras conquérir celle que tu aimes. À ces mots, Tokei se souleva à demi sur sa couche et regarda avidement son vieil ami. « Il faut lui donner un nom, » continua le vieillard. « Et tous les jours, tu viendras t'asseoir devant son portrait en fixant ta pensée exclusivement sur elle. Et tu l'appelleras doucement par le nom que tu lui auras donné. Et tu attendras qu'elle te réponde. »« Qu'elle me réponde ?» répéta l'amoureux d'une voix à peine perceptible, tant il était ému. « Mais oui, » continua son ami, « elle te répondra sûrement, mais au moment où elle te répondra, tiens-toi prête à lui offrir ce que je vais te dire. »« Je lui offrirai ma vie » s'écria Tokei. « Non, » répliqua le vieillard en souriant, « tu lui offriras simplement une coupe pleine de vin acheté chez 100 marchands différents. Alors, elle descendra de l'écran et acceptera le vin. Ensuite, elle te dira sans doute elle-même ce qu'il te reste à faire. » Sur ces mots, le vieillard partit. Cependant, Tokei sentit que son désespoir s'était allégé. Il courut toute la ville de Kyoto pour chercher des vins chez 100 marchands différents. Puis il rentra chez lui et s'assit devant l'écran. Et il répéta plusieurs fois de suite, et très tendrement, le nom qu'il avait donné à sa bien-aimée. Mais le conteur japonais a oublié de nous dire le nom qu'il avait choisi. Ce jour-là, la jeune fille de l'écran ne répondit pas, non plus le lendemain ni le surlendemain. Pourtant, Tokei ne perdit ni foi ni patience. Et un soir, enfin, le portrait répondit à l'appel de son nom. « Aïe !» Alors, Tokei versa dans une petite coupe de vin achetée chez les 100 marchands différents et l'offrit avec révérence à la jeune fille de l'écran. Celle-ci descendit avec grâce de l'écran, fit quelques pas sur les nattes qui couvraient le parquet de la chambre et s'agenouilla pour prendre la coupe de la main de Tokei. Et elle lui demanda, avec un délicieux sourire, « Comment pouvez-vous m'aimer autant ?» Et le conteur japonais ajoute, « Elle était beaucoup plus belle que son portrait. Elle était belle jusqu'au bout des ongles. Elle était belle aussi de caractère et de cœur, 'plus belle que toutes les autres femmes du monde.' »
On ne nous dit pas la réponse de Tokei. Nous devons l'imaginer. Mais ne vous lasserez-vous point de moi ? Demandait cependant la jeune fille. Oh, jamais tant que je vivrai, protesta-t-il. Mais après, insista-t-elle, car la femme japonaise ne se contente pas d'un amour qui ne dure que l'espace d'une vie seulement. Promettons-nous l'un à l'autre pour la durée de cette existence, implora Tokei. Et si jamais vous êtes méchant avec moi, je retournerai dans l'écran. Et elle riait avec une malice charmante. Ils se promirent donc l'un à l'autre, et sans doute Tokei fut-il un excellent mari, car sa femme ne regagna jamais l'écran. La place qu'elle y avait occupée demeura toujours vide, et le conteur japonais s'écrie en manière de conclusion. Combien rarement pareilles choses se produisent-elles en ce monde ? Je vous ai raconté 2 nouvelles extraites de Fantômes japonais, un recueil de récits réunis par Patrick Lafcadio Hearn, La réconciliation et la jeune fille de l'écran, traduit par Marc Loger, pseudonyme de Marie-Cécile Loger, 1887-1949, paru aux éditions d'art Piazza, Paris 1930, et réédité par la Bibliothèque numérique romande en août 2023 et libre de droit. Dans la même lignée, et pour peaufiner ce programme, je me permets de terminer avec cette dernière petite histoire, extraite du même recueil et intitulée « La reconnaissance du Samébito ». À bientôt. Il y avait une fois, dans la province d'Omi, un homme appelé Totaro. Sa maison s'élevait non loin d'un célèbre temple bouddhiste sur les rives du lac Biwa, qui communique avec la mer en passant sous un pont de longue dimension. Il possédait quelques terres et vivait largement. Cependant, à 29 ans, il était encore célibataire. C'est qu'il avait une ambition. Il voulait épouser une femme parfaitement belle, et il n'avait pas encore trouvé de jeune fille qui répondît absolument à son idéal. Un jour, comme il traversait le long pont de Seta, il aperçut, accroupi près du parapet, un être étrange. Le corps en était assez semblable au corps d'un homme, mais il était noir comme de l'encre. Le visage paraissait celui d'un démon avec des yeux verts comme des émeraudes, et la barbe pareille à celle d'un dragon. Tout d'abord, Totaro éprouva une grande frayeur, mais les yeux verts le regardaient avec une expression si douce qu'il hésita, puis osa interroger le monstre, et celui-ci répondit « Je suis un Samébito, un homme requin. Il y a peu de temps, j'étais encore au service des 8 grands rois dragons, comme officier subalterne du merveilleux palais des dragons qui se cache tout au fond de la mer. Mais un jour, je me suis laissé aller à commettre une faute légère. J'ai été renvoyé du palais des dragons et banni de la mer. Depuis lors, j'erre dans ces parages, et je ne puis trouver ni la nourriture, ni même l'eau propice où me reposer. Si vous avez pitié de moi, je vous en supplie, aidez-moi, donnez-moi un abri et de quoi apaiser ma faim. » Le monstre prononça ces paroles d'une voix si plaintive, d'un air si humble, que le cœur de Totaro en fut touché. «
Suivez-moi, dit-il. Il y a dans mon jardin un étang large et profond, et vous y vivrez aussi longtemps qu'il vous plaira, et je vous nourrirai de poissons frais et de coquillages. Le Samébito suivit Totaro avec joie, et il s'installa dans l'étang et parut s'y trouver tout à fait à son aise. Il y vécut pendant près de 6 mois, et Totaro lui apportait chaque jour quelques-uns de ces mets dont se nourrissent les créatures de la mer. Or, le 7e mois de la même année, un important pèlerinage de femmes se dirigea vers le grand temple bouddhiste appelé Midera, situé dans la ville d'Otsu. Et Totaro se rendit à Otsu pour prendre part aux fêtes. Et voici que parmi la multitude de femmes assemblées, il remarqua une jeune fille d'une beauté extraordinaire. Elle paraissait âgée d'environ 16 ans. Son visage était aussi blanc et aussi pur que la neige, et la beauté de ses lèvres annonçait qu'elle ne devait prononcer que des paroles aussi sonores et aussi douces que la voix du rossignol chantant dans les branches du prunier. Or, dès l'instant où il l'aperçut, Totaro en tomba éperdument amoureux. Lorsqu'elle quitta le temple, il la suivit à une distance respectueuse. Il apprit qu'elle était descendue avec sa mère pour quelques jours dans un village voisin appelé Seta. Il interrogea les paysans. Il sut ainsi qu'elle se nommait Tamana, ce qui signifie joyau. Elle n'était pas encore mariée, et ses parents ne voulaient pas qu'elle épousât un homme ordinaire. Aussi exigeait-il un cadeau de fiançailles considérable, une cassette contenant 10 000 rubis. Totaro retourna chez lui. Il se trouvait très malheureux. Il s'étonnait de l'étrange cadeau de fiançailles exigé par les parents de Tamana. Il y pensait à tout instant, mais plus il y pensait, plus il jugeait insensé son désir d'épouser Tamana. Même à supposer qu'il existât 10 000 rubis dans tout le pays, qui donc, sauf un prince puissant, pourrait espérer les acquérir tous? Pourtant, Totaro ne parvenait pas à chasser de son souvenir, ne fût-ce que pendant 1 heure, l'image de la belle jeune fille. Il en était amoureux obsédé au point qu'il ne pouvait plus manger ni dormir. Un jour, enfin, Totaro tomba malade, si malade qu'il ne parvenait même plus à soulever sa tête de l'oreiller. Alors, il envoya chercher un médecin. Le médecin l'examina minutieusement. Puis, il poussa une exclamation de surprise. « Il est possible de guérir presque toutes les maladies par un traitement médical approprié, » dit-il. « Toutes les maladies, sauf celle de l'amour. Il n'y a point de remède à ça. Dans les temps anciens, Roya o Hakigo est mort de ce mal-là. Préparez-vous à en mourir comme lui. » Et le médecin s'en fut sans rien prescrire. Or, ce jour-là, l'homme requin qui vivait dans l'étang du jardin de Totaro apprit la maladie de son maître. Et il sortit de l'eau et s'en vint jusqu'à la demeure du jeune homme pour le soigner. Et il s'occupa de lui nuit et jour avec la plus vive affection. Mais il ignorait et la cause et la gravité de la maladie de son maître. Cependant, 1 semaine plus tard, Totaro fit ses adieux à son ami le monstre marin en lui annonçant qu'il allait mourir. Totaro eut à peine fini de parler que le Samébito poussa un étrange et farouche cri de douleur et se mit à pleurer amèrement. Et tandis qu'il pleurait, c'étaient de grosses larmes de sang qui coulaient de ses yeux verts, qui ruisselaient sur ses joues noires et tombaient ensuite par terre. Et, en touchant le sol,
Les larmes de sang se solidifiaient, prenaient un éclat surprenant et devenaient des joyaux d'un prix inestimable, des rubis merveilleux. Totaro, très las, regardait tristement pleurer son ami, quand, tout à coup, il s'aperçut du miracle. De surprise et de bonheur, il sentit ses forces lui revenir. Il sauta de son lit et se mit à ramasser les larmes de l'homme requin et à les compter. Puis il s'écria « Je suis guéri! Je vais vivre! Je vais vivre !» Alors, stupéfait, l'homme requin s'arrêta de pleurer. Il demanda à Totaro de lui expliquer sa guérison merveilleuse. Et Totaro lui raconta l'histoire de Tamana et de l'extraordinaire condition posée par ses parents. Et il ajouta « J'avais la triste certitude de ne jamais posséder 10 000 rubis. Il était donc parfaitement inutile de faire ma cour à Tamana. Je n'ai même pas essayé, et j'ai été si malheureux que je suis tombé malade. Mais à présent, grâce à vos larmes généreuses, j'ai déjà un grand nombre de ces pierres précieuses, et j'espère que je pourrai bientôt épouser la plus belle des jeunes filles. Seulement, pardonnez-moi de vous le dire, il n'y a pas encore tout à fait assez de rubis. Je vous en supplie, soyez assez bon pour verser encore quelques larmes, afin que je puisse donner aux parents le nombre de pierres qu'ils exigent. » Mais le Samébito remua lentement la tête et dit d'un ton de surprise et de reproche « Croyez-vous que je ressemble aux courtisanes qui pleurent quand elles veulent ? Ah non, non, non. Les courtisanes laissent couler leurs larmes pour tromper les hommes, mais les créatures de la mer ne pleurent que lorsqu'elles ressentent un chagrin véritable. J'ai pleuré sur vous à cause de la douleur très vraie que j'éprouvais dans mon cœur, en songeant que vous alliez mourir. Mais maintenant, je ne saurais plus pleurer, puisque vous m'avez dit que vous étiez guéri. Mais alors, que vais-je faire? Que vais-je faire? S'écria Totaro d'une voix désolée. Faute de 10 000 rubis, je ne pourrai jamais épouser la jeune fille que j'aime. Le Samébito demeura quelques instants silencieux, puis il dit « Écoutez, aujourd'hui, il m'est absolument impossible de verser une larme de plus. Mais demain, nous irons ensemble le long du pont de Seta. Je regarderai la mer dans la direction du palais des dragons. Et, sans doute, au souvenir de tous les jours heureux, éprouverai-je la nostalgie du temps passé. Ainsi, j'espère pouvoir pleurer un peu. » Et Totaro accepta avec joie cette proposition. Le lendemain, ils partirent de très bonne heure, emportant des provisions. Arrivés au pont, ils s'installèrent et se mirent à boire et à manger. Lorsqu'il eut bu plusieurs coupes de vin, le Samébito tourna les yeux vers la mer d'argent où se couche le royaume des dragons. Et la mémoire du passé s'éveilla en lui. Et, peu à peu, sous l'influence amollissante du vin, le souvenir des jours heureux gonfla son cœur de chagrin, et il éprouva le mal du pays de façon si vive qu'il éclata en sanglots. Alors, les grandes larmes rouges qu'il versait tombèrent sur le pont comme une pluie de rubis, et Totaro les ramassa à mesure et les mit dans une cassette. Et il les comptait une à une. Il en compta bientôt exactement 10 000. Alors, il poussa un cri de joie. Presque au même moment, il entendit le murmure d'une musique délicieuse, et, au large de la mer, lentement, se dressait, comme un mirage emplissant tout l'horizon, un palais couleur du soleil couchant. Alors, le Samébito bondit sur le parapet du pont. Il regardait ce palais de tous ses yeux, et il se mit à rire de joie.
Puis, se tournant vers Totaro, il dit « On a sans doute prononcé une amnistie générale dans le royaume des dragons. Les rois me rappellent. Je vais vous dire adieu, mais je suis bien heureux d'avoir eu l'occasion de vous témoigner ma reconnaissance pour la bonté que vous avez eue pour moi. » En prononçant ces paroles, il se précipita dans la mer et personne ne le revit jamais. Mais Totaro offrit la cassette de rubis aux parents de Tamana, qui lui accordèrent la main de celle qu'il aimait.